Voilà. Écoutez, bonsoir. Bonne soirée à tout le monde, Erev Tov. Très content d'être notre rendez-vous hebdomadaire où on peut, au prochain dispenser des halachot. Donc, c'est très important de se perfectionner dans les halachot parce que les halachot, ça descend, la Elokut, ça descend le divin dans ce monde. Ce sont des choses parfois très triviales. Et donc, ça montre donc l'infini divin qui est bien sûr, c'est-à-dire pas Tridouche, Bachamaï, mais Marom, comme on est au début de Kriyat Shema, Shema Israël, Shin Mem Alef, dans un des Yom Yom de cette semaine, Shema c'est Rachetevot, c'est où Marom Enechem, levé, pas vers les cieux. Marom, ça veut dire encore plus haut que les cieux, Enechem, lever les yeux vers Hachem. C'est qu'Hachem occupe tout, tous les mondes infinis, ça c'est évident. Mais Hachem descend aussi, même dans l'infiniment petit aussi, ça c'est aussi évident. Mais même dans la matérialité du monde, ça l'est moins, parce qu'on a l'impression que la matérialité, la nourriture, on va dire le physique, tout ça, c'est loin d'Hachem. Eh bien non, Dieu descend, et sa volonté, c'est que précisément qu'on l'anime, qu'on le dévoile dans les choses les plus triviales, avec les milliers d'exemples que l'on connaît, élever les nitzotot qui sont dans la nourriture, que l'on ingurgite, qu'on assimile et qui nous aide à servir Dieu. Une table, on l'utilise pour Dieu. Les moyens techniques, aujourd'hui, voilà, j'ai une tablette, je parle maintenant devant une tablette, et au prochain, je suis écouté aux quatre coins du monde. Et donc, la tablette, elle sert Dieu, donc c'est quelque chose de physique, de matériel et qui sert Dieu. Et donc, toute la création, elle est là pour servir Dieu, et c'est ça le but du monde, et c'est ça qu'on attend. Très bientôt, Mashiach, non pas qu'on le sert parce qu'on le sert, mais qu'avec Mashiach, on va voir la différence. Où on va voir tout l'effet, l'impact de tout ce que l'on fait. Et donc, je vais dire un petit mot, très court sur la paracha qui commence en Chaye Sarah. Chaye Sarah, qui avait donc 127 ans, comme vous savez, Vayeyu Chaye Sarah, la vie de Sarah était de Mea Shana, 100 ans, drôle de manière de s'exprimer, hein. Ve'esrim Shana et 20 ans, Ve'sheva Shanim et 7 ans. Rachid d'apporter donc l'éducation de nos sages, du Midrash. Pourquoi cette manière de parler, de découper comme ça, on dit 127, on ne dit pas et 100 ans, et 20 ans, et 7 ans. Pourquoi? Pour en fait comparer ces groupes, comparer 100 à 20 et 20 à 7. Comment est-ce qu'on les compare? Sarah a eu cette manière que les grands tzadikim ont, que toute sa vie était chavée. Chavée, c'est pareil, à tel point que le Midrash compare les 127 années de Sarah aux 127 au royaume, qui était dominé par Achashverosh et donc par la reine Esther. Comparaison avec la reine Esther, le point commun, c'est qu'ils étaient chavim pour eux. Partout, on dévoile Dieu. Mais le point qui est marqué ici, Rachid dit que les pshatim, c'est à 100 ans, elle était comme à 20 ans, ça veut dire à la fin de sa vie, quand elle atteint la shlemut, elle était comme à 20 ans, ça veut dire sans faute, parce que les fautes sont comptées à partir de 20 ans. Et à 20 ans, elle était, on va dire, belle, aussi bien physique que spirituelle, réellement émanée d'elle, comme à 7 ans, comme une fille pure, à 7 ans, qui est encore naïve, on va dire, qui ouvre les yeux et qui voit Dieu, hein, comme dans la tfila des grands tzadikim de dire Alva, et que je puisse servir Dieu et avoir la émouna comme un haïtinok, comme ce tinok, pour qui Dieu c'est évident. Ça, le Rabbi ajoute un point arsidique à ça très joli, c'est ça que je vais vous apporter. Ce que l'on dit, c'est la chose suivante, c'est que quand on atteint 100 ans, on atteint la shlemut, 10, c'est déjà la shlemut des kochot hanefesh, et 10 fois 10, c'est encore la shlemut de la shlemut, comme est rapporté dans Pirkei Avot. Eh bien, arrivée à 100 ans, elle est arrivée à ce niveau-là qu'elle était comme à 20 ans. Elle arrivait à la shlemut comme à 20 ans sans aucune faute. Shlemut extraordinaire. Et cette shlemut de 20 ans, c'est comme à 7 ans. Alors, regardez le point que le Rabbi ajoute ici. 7 ans, c'est un enfant. C'est l'âge du chinour.
Quand elle a eu 20 ans, elle est arrivée à Gadlout, Mochim des Gadlout, ça veut dire elle comprend maintenant Dieu, elle cherche à s'épanouir dans le travail divin, dans la Vodat Hashem. Elle est comme à 7 ans. Ça veut dire c'est quoi 7 ans? Ça veut dire la fraîcheur d'un enfant qui ouvre ses yeux et qui voit l'Elokut, qui a la naïveté de l'enfant et qui a le bitoul de l'enfant. Il croit à ce que disent, bien sûr, le rabbi, il croit à ce que disent ses parents, tout ce que les parents lui enseignent, ce que son moré lui enseigne, il boit, il ingurgite, c'est la vérité. Et donc, elle avait cette force à 100 ans, comme à 20 ans, à 20 ans comme à 7 ans, cette fraîcheur que tout ce qu'on lui dit, elle a avec bitoul. Le rabbi l'a dit, je le fais. Mes parents, ils l'ont dit, je le fais. Et c'est ce qu'on se souhaite. C'est un mot que je dis souvent à mes talmidim, garder donc cette prina de fraîcheur, ce qu'on appelle la fraîcheur. Les années s'accumulent, certes. Il faut avoir cette fraîcheur de l'enfant, de voir que Hachem, il est présent partout. C'est quelque chose d'évident. On est tous, si on n'est pas Nevim, on est Bene Nevim, des enfants de prophètes. Chaque juif, il a l'Emouna. C'est quelque chose qui a été implanté grâce au travail d'Avraham Avinu, suivi par Yitzhak et par Yaakov. C'est quelque chose maintenant qui est implanté en nous. La Emouna simple. Et ça, le pshat, 127 ans. Ce qu'on se dit, c'est qu'il est un Nathan Ashlimut à 100 ans, mais il a gardé la fraîcheur du petit enfant. C'est ce qu'on se souhaite, garder cette fraîcheur, tout cet émouna, que Dieu est avec nous, et Dieu qui ne nous laisse pas. Malgré le fait, attention, je n'oublie pas que le Nisayon est là. Le Nisayon est là, on a des isolotes à tous les niveaux, des fois de santé, des fois de parnassa. Donc, malgré tout, comme Sarah, on tâche de faire une avoda que ces 127 ans soient chavim. C'est une manière de servir Dieu que Shiviti Hashem Tamid. C'est une manière de servir Dieu. Shiviti, ça veut dire, traduction, j'ai mis Dieu devant moi. Mais ça veut dire aussi Shiviti, les Hashvot. J'ai fait en sorte que les jours soient identiques. Il y a des jours qui ont l'air d'être vides, ils ne sont pas vides. Je fais ma avoda comme je peux. Je ne suis pas de bonne humeur, on va dire. Je me suis mal levé, j'ai mal, je souffre. Je vais faire ma avoda. Il y a des jours où je suis en super forme, et ben je ferai quand même ma avoda. Je suis en super forme. Tant mieux, je vais utiliser cette force pour aller plus. Mais chaque jour, il apporte sa cote-part. C'est pour ça qu'on dit qu'il était Baba Yamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Était Baba Yamim. Il venait dans ces jours, Abraham Avinu. Ça veut dire chaque jour, on avait lui apporter quelque chose. Il n'y a pas un jour, expression populaire que j'ai entendue une fois. Allô Gérard? Allô? Oui, on vous entend, Rav Zerbib. Vous m'entendez là? C'est bizarre parce que bien. l'image a disparu là. Waouh. L'image a disparu. Ça ne change rien pour nous, on vous voit. Nous, on vous, Oui, on vous voit, vous pouvez y aller. on vous voit, on vous entend. Vous avez un truc magique pour faire apparaître l'image ou pas? Pour nous, rien n'a changé. Bon, je vais parler, mais c'est dur de parler je parle devant le vide. Bon, c'est pas grave. Donc, je disais que donc c'est ça la bracha, c'est la bracha de Sarah, hein, de 100 comme 20, 20 comme 7, 7 égale fraîcheur. Ça veut dire bitoul. Ça veut dire naïveté, simplicité de ressentir la Elokut. Et quand on travaille comme ça, on prend le message qu'on nous donne, on le prend, pas toujours des questions et encore des questions. Les gens que chaque fois qu'on leur dit une nouveauté, un chidouche, ah oui, mais on peut dire le contraire, on peut dire le contraire. Enlever tout ce Yitzhara et prendre le message, un mot qui est marqué dans les livres, un midrash, un chumash, dans une tircha, dans une mara, on le prend, on ingurgite et on avance. Et comme cela, quand il y a des jours qui sont moins brillants que d'autres, eh bien, on continue quand même sa avoda. On atteint la shlemut comme ça, shavim, shiviti Hashem negei tamid. Voilà donc le petit mot que je voulais dire. Maintenant, nous allons continuer donc à la route. Et nous avons fait donc la semaine dernière, je vous rappelle, la melacha on a fait l'ensemble des melachot. On a fait donc, d'abord après les klalim, je vous rappelle les généralités. On a fait choresh, ça veut dire labourer. On a fait kotser. Kotser, c'est donc cueillir, c'est moissonner. Et donc, dans la melachat de kotser, nous avons fini rapidement, mais il y a beaucoup d'applications pratiques que je n'ai pas pu dire. Je l'ai dit, en tout cas, je l'ai dit dans l'urgence, donc je vais tâcher de vous les redire. Ce sont des halachot, on va dire, amusantes, si j'ose dire.
que Chachamim nous ont ajouté à cause d'un rachage de Rotzer. Ça s'appelle, le titre, c'est Ishtamshut Bemechoubar. Les Chachamim ont interdit d'utiliser toute arbuste, arbre, plante qui est mechouberet au sol, au carca. La raison, vous la comprenez, c'est de peur qu'on soit amené à accueillir. Donc, ça veut dire, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, s'appuyer sur un arbre dans son jardin, s'appuyer, vous êtes fatigué, vous voulez vous asseoir, vous appuyez, vous accoudez sur un arbre, c'est interdit. Ça s'appelle Ishtamshut Bemechoubar. Une autre utilisation d'un arbre, c'est par exemple d'accrocher son chapeau à une branche d'arbre, c'est interdit. Accrocher son surtout, c'est interdit. Monter sur un arbre, c'est interdit. Tout ça pour les mêmes raisons que de peur qu'on soit amené à arracher une branche. Chachamim ont interdit ce que l'on appelle les tzidé à etz, le côté de l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire le côté de l'arbre? C'est-à-dire quelque chose d'artificiel qu'on a collé à l'arbre. Par exemple, même une échelle posée sur l'arbre, un clou planté sur l'arbre, une marche plantée sur l'arbre. Eh bien, le clou s'est séparé un peu de l'arbre en quelque sorte. Ce n'est pas l'arbre lui-même. Chachamim ont interdit parce que si on grimpe sur l'arbre sur des marches artificielles et qu'on est à poser, on risque d'arracher. Bon, mais comme souvent les Chachamim, donc, quand on s'éloigne davantage de l'arbre, ils permettent. Par exemple, si on s'est éloigné de l'arbre 2 fois, ce que j'ai appelé la semaine dernière le tzad du tzad, tzadé a ilad, le tzad du tzad, ça veut dire, imaginons que vous ayez un clou, à ce clou vous accrochez un panier, le panier il s'est éloigné en fait de 2 niveaux par rapport à l'arbre. On peut utiliser le panier. On ne pourra pas prendre le panier et l'accrocher au clou. Parce que si vous accrochez le panier au clou, vous utilisez le clou. Le clou, c'est 1. Par contre, le clou, c'est 1. Le panier, c'est 2. Mettre une pomme dans le panier ou prendre une pomme du panier, c'est permis. Ou bien, autre exemple, vous avez un clou. À ce clou, vous avez accroché un cintre. Un cintre. Un porte-manteau. Et puis, à ce cintre, une fois qu'il est accroché, donc c'est 2 lui-même. Le clou, c'est 1. Le cintre, c'est 2. Vous pouvez mettre votre habit sur le cintre. Par contre, vous ne pouvez pas prendre l'habit avec le cintre du clou, parce que là, vous utilisez le clou. C'est amusant, vous voyez. Et je vous apporte l'exemple classique du hamac. Si vous attachez un hamac, les ficelles du hamac directement à 2 arbres, c'est interdit, parce que vous utilisez l'arbre. Et vous allez dire, oui, non, mais le hamac a une corde. Alors, c'est le tzad. C'est le tzad de l'arbre, c'est interdit. La solution, je l'ai préconisé à certains qui l'ont fait. La solution, c'est de mettre des cordelettes ou des ceintures ou des cerceaux en fer, trouver une bricole quelconque, que vous attachez aux 2 arbres. Donc, ces espèces de crochets-là, c'est déjà c'est le tas de l'arbre. À ces crochets, vous accrochez le hamac. Donc, le hamac, il devient numéro 2, comme le panier sur le clou. Auquel cas, vous pouvez vous allonger sur le hamac et prendre un bon livre et étudier là-bas. Vous voyez, c'est des choses amusantes d'utiliser un arbre. Pareil, une balancière, vous avez une balançoire. Une balançoire sur une branche d'arbre, c'est interdit. Accrocher 2 cordes comme ça avec une balançoire, c'est interdit. Ce que vous pourriez faire donc, c'est à cette branche, faisant qu'elle soit bien solide, une grosse branche, vous pouvez mettre 2 ceintures ou 2 ficelles que vous tournez autour de la grosse branche, et à ces 2 ficelles, vous accrochez votre balançoire, donc ça veut dire les deux lanières ou les 2 cordes qui tiennent dans la balançoire. Ça sera moutard. Sinon, c'est interdit. Donc, si vous avez attaché une corde, comme j'ai vu chez un ami, qui s'entraînait comme ça, c'est un sportif, il attachait une corde à une grosse branche et puis il montait à la corde, comme ça, il montait 10 mètres, il descendait. Ça, c'était interdit parce que la corde était directement attachée à l'arbre. Voilà. Pareil aussi pour un étendage. Un étendage, vous avez le droit d'étendre votre linge Erev Shabbat, pas pendant Shabbat, mais Erev Shabbat. Mais par contre, vous avez le droit de récupérer les vêtements qui ont séché. Là, vous pouvez les récupérer à condition que les cordes d'étendage ne soient pas étendues entre 2 arbres. Et si c'est le cas, comme j'ai vu beaucoup d'endroits en Eretz et tout, on utilise beaucoup les arbres comme étendage, il faudra, comme je viens de dire, mettre 2 crochets à l'arbre, et à ces crochets, vous mettez les fils d'étendage, et auquel cas, à ces fils d'étendage, vous mettez vos vêtements qui vont sécher, et là, vous pouvez les récupérer. Voilà, donc, je vais brosser rapidement donc, ce qu'on a vu en fin de shiur la semaine dernière.
encore une dernière application amusante aussi. Vous êtes en vacances dans un endroit qui est fermé et les enfants ils veulent faire du poney. Allez, du cheval, du poney. Laissons le problème du mouktsé. On peut s'asseoir sur du mouktsé. Donc, je pourrais prendre un enfant et l'asseoir sur le poney s'il est courageux et il va faire une promenade dans un endroit bien sûr fermé, hein, sinon il y a un problème de portée. Eh bien, sachez que cela est interdit. Pas à cause de mouktsé, pas à cause de portée parce que c'est une enceinte fermée. Eh bien, tout simplement, c'est interdit parce que les chachamim ont craint qu'en général, quand on chevauche un animal, hein, ça s'appelle rechivat baal chai, on peut être amené à casser une branche pour s'en servir comme cravache. Donc, les chachamim ont interdit cette chose-là. Voilà donc la dernière halakha de la melchat kotzer. Vous voyez qu'on s'est beaucoup éloigné de kotzer, de vendanger, de cueillir, mais savoir que l'utilisation d'un arbre, c'est très problématique. Dernier exemple qui me vient en tête, imaginons que les enfants jouent au ballon, dans le jardin bien sûr, ils donnent un coup de pied au ballon, le ballon s'accroche à l'arbre, on n'a pas le droit de le récupérer. Il faut attendre après Shabbat, parce que reprendre le ballon, c'est être mishtamesh, c'est utiliser l'arbre. Voilà. Donc on conclut cette melacha. Donc posez vos questions et dites-moi si vous voulez des compléments d'information. Allez-y, je vous écoute. Alors, une petite question. Vous avez parlé d'étendre des vêtements entre deux fils qui seraient entre un arbre. Mais est-ce qu'on n'a pas un problème de toute façon à laisser sécher des vêtements Shabbat que c'est comme Un problème de quoi? un problème que c'est comme Melaben de faire sécher des vêtements. Est-ce qu'on a le droit de faire sécher n'importe quel vêtement Shabbat? Non, d'abord, non, étendre comme ça dans votre jardin, on n'étend pas. Pas pour la raison de Melaben, mais c'est à cause de Maritaïn. On pourrait penser qu'on a lavé le linge pendant Shabbat. Mais ce dont j'ai parlé, c'est que des vêtements lavés Erev Shabbat et qu'on a étendus pendant Erev Shabbat toujours. Là, une fois qu'elles sont étendues, les vêtements sont sur les fils depuis Erev Shabbat, j'ai le droit de les récupérer pendant Shabbat. Mais ce n'est pas du tout à cause de Melaben. Le fait de les mettre au soleil, ce n'est pas Melaben. Je comprends ce que votre question. Vous dites ça sèche, et quand on sèche, si vous voulez, ça blanchit peut-être un petit peu. Non, il n'y a pas un nian comme ça, mais c'est interdit donc, de faire sécher, quoi, d'étendre, à cause de Maritaïm. Et je pense vous avoir dit à l'occasion que quand on rentre de la rue et que les vêtements sont mouillés, il sera permis donc d'étendre ces vêtements dans un endroit inhabituel, on va dire, sur le dossier d'une chaise, etc. Ça, c'est permis, parce que bon, c'est comme ça, souvent on met les habits comme ça, donc on fait un chinouille, donc c'est permis. Mais ne pas le mettre directement dans l'endroit d'étendage move hack, quoi. Patenté pour ça, ça on ne le fait pas, on le met dans un endroit, sur un sein, dans une armoire, etc. Ça, c'est permis. Et si j'ai bien compris, vous êtes juste en train de dire que si on a laissé un linge à sécher sur une ficelle qui a été liée directement au tronc de deux arbres avant Shabbat, on n'aura pas le droit de récupérer ce linge pendant Shabbat, mitzad, la melacha de Kotzer. Exactement. Mais si le fil il était étendu entre deux crochets qui étaient plantés dans le tronc de l'arbre, là c'est bon. Exactement. Bon, alors tout va bien. Exactement. Je vais pas ça à la maison, mais tout va bien. Autre question? Pas de question. Bon, Stam, attendez, je donne une deuxième. S'il n'y a pas de question, je vais poser une deuxième. Juste, est-ce qu'on a le droit, parce que j'ai vu ça ce Shabbat dans une foule, où ils ont pris un pot avec un petit arbuste dedans pour fermer pour maintenir une porte ouverte. Mais sachant qu'ils ont utilisé le pot avant Shabbat, enfin voilà, je veux dire, pendant Banash Machot, le pot, il servait déjà à tenir la porte ouverte. Mais du coup, chaque fois qu'il voulait fermer la porte, il devait déplacer le pot, le remettre, l'enlever, le remettre. Et c'est pas un vase, c'était vraiment un petit arbuste qui était dans de la terre. Alors, moi, vu ce que nous avez expliqué, a priori, c'est quand même Mouktsé, on n'aurait pas le droit de faire ça, non? C'est un problème, oui. Ouais. Alors, je vais aller dans votre sens. Bon, Bezat Hashem, dans le programme, il est prévu de faire Ilchot Mouktsé, Beyoun, autant qu'on peut, que faire se peut. Si, pour garder votre porte ouverte, on avait pris une pierre qui est Mouktsé, une pierre c'est Mouktsé, et on avait fait un Yichoud, on le met Yachedoto. Pour éviter les problèmes, on va dire un Yichoud Olam. On verra ensuite, plus tard, le chilouk, la nuance entre un Yichoud Olam et un Yichoud Shah. On va dire qu'on a pris une pierre, et c'est la pierre
qui va bloquer la porte. C'est un bloc-porte, en quelque sorte. Ça, vous enlevez de la pierre le din de Moukhté. Et donc, il n'y a aucun problème. Donc, je connais une choule comme ça, où ils ont pris une espèce de pierre, de grosse pierre, comme ça, de gros cailloux, et puis c'est toujours à côté de la porte. Quand ils ouvrent la porte, ils mettent la pierre et ils bloquent. C'est moutard. Ça a été réservé. Il n'y a pas besoin de faire un massé dessus. On verra dans tous ces détails, hein, s'il faut faire un massé. Il n'y a pas besoin de faire un massé. Vous prenez la porte, vous prenez la pierre et vous la réservez pour cela. Au même titre que si vous n'avez pas de marteau à la maison ou de cassement, on va dire, pour ceux qui mangent des noix, bon, les marmiers, on ne mange pas, mais il y a des gens qui mangent des noix. Donc, ils n'ont pas de marteau, ils ont pris une pierre avant Shabbat, ils la réservent comme casse-noix. Ça, c'est permis. Il enlève le din de Moukhté de la pierre. Dans les pots, il y a autre chose. La peau, c'est assourd, c'est pas parce que c'est une pierre qui ne sert à rien. C'est quelque chose que quand on déplace, le fait de déplacer, on le met dans un endroit plus ou moins ensoleillé, il y a une toula. Et il y a encore ce problème qu'on a dit de peur qu'on soit amené à cueillir quelque chose. Donc, c'est davantage mouxé. Donc, là, on est marqué de ne pas utiliser. Il ne faut pas utiliser un pot comme ça, un petit arbuste dans la terre pour faire ça, même qu'on l'a utilisé avant. Très bien, merci. Bon, alors on passe. On va faire encore ce que j'appelle les petites mélachotes. Hein. Dans le ciel, il n'y a rien de petit, il y a rien de grand, tout est infini. Mais bon, une fois qu'on a fini de couper le blé, on était amer le blé. On liait en gerbe. On liait en gerbe. Eh bien, quand on lie en gerbe, alors c'est vrai qu'à la base, souvent on prend des gerbes, on les attache, mais bon, il y a des discussions dans les poskim, le Ksot HaShulchan, Rav Chaim Naï dit que ce n'est pas indispensable d'arriver à l'étape de lier en gerbe avec une corde. Le fait de prendre comme ça beaucoup et en faire des gerbes comme ça s'appelle lier en gerbe. Alors il y a une tolda toute simple. C'est que quand on cueille des tomates, par exemple, le fait de mettre les tomates dans un petit cajot, c'est comme lier en gerbe. On ne les a pas attachées, c'est assourd. Donc, si vous avez imaginé que dans Erev Shabbat, vous êtes passé dans votre jardin et au pied de là, vous voyez un tas de prunes. Ils ont des prunes. Ils sont tombées déjà. Donc, elles sont tombées depuis Erev Shabbat, ça prend un problème de Moukhté, vous aurez pu les ramasser Erev Shabbat, vous n'avez pas eu le temps. Pendant le Shabbat, vous prenez un gros panier, vous allez ramasser 30 ou 40 prunes. C'est interdit. Pas chaud, c'est interdit. On a transgressé l'interdiction de Me'amer. On peut oublier ça. Et j'insiste, hein, très souvent, on ne connaît pas les prunes qui ont pu tomber pendant le Shabbat et celles qui sont tombées depuis Erev Shabbat. Mais je parle d'un cas théorique où on avait circonscrit l'endroit et on voit qu'ici, on a retrouvé 40 prunes qui sont là. Allez les ramasser toutes, ça sauve. C'est mamash la melacha de Me'amer. Vous me demandez alors, imaginons qu'on fasse un repas dans son jardin et qu'on emmène la coupe de fruits, l'enfant trébuche, les fruits, les mandarines, les oranges, ils vont à gauche, à droite. Eh bien, on ne pourra pas tout raser d'un coup. Il faudra les prendre, c'est marqué dans les livres, on va dire par deux ou par trois. Par deux ou trois, on les rentre, deux ou trois, on les rentre. Mais on ne ramasse pas l'ensemble, même que finalement, elles ont déjà été ramassées et qu'elles sont tombées par inadvertance comme ça. Ça, je dis bien, hein, qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est quand on fait cette melacha, donc de me'amer, donc de lier en gerbe, ou comme c'est des fruits, des tomates, je vous dis, c'est de réunir dans des petits cailloux, dans des caisses, c'est seulement bemakom guidoulo. Guidoulo, ça veut dire dans un khatser, où il y a dans un jardin, dans les champs, etc. Quand c'est à la maison, c'est permis. Parce que c'est pas makom guidoulo, sauf dans des cas spéciaux dont je vais parler, mais de manière générale, si vous avez fait tomber la corbeille à fruits à la maison et tous les fruits sont trouvés partout, par terre, on a le droit de tout ramasser sans problème. C'est la raison pour laquelle, à Simchat Torah, c'est ce minag de jeter les bonbons et tout, même si dans certains endroits on jette des pistaches, des cacahuètes, des raisins secs, donc ils sont des guidoux et carcas, hein, c'est permis. Hein, des enfants qui vont ramasser tout d'un coup, c'est permis. Tout simplement parce que ce n'est pas le makom guidoulam, donc c'est permis. Donc je résume. Qu'est-ce qui nous reste de cette melacha ici? C'est dans votre jardin, s'il y a des fruits qui sont tombés depuis la veille, on ne les réunit pas tous. À la maison, c'est permis. Et donc, dans les faits, si des fruits se sont renversés dans le jardin par inadvertance,
on ne pourra les rentrer que de manière inhabituelle, en petit nombre, méat, on va dire par 2 ou 3. Voilà. Bon, certains parlent aussi de réunir des œufs dans la basse-cour, etc. Bon, on parle très peu parce que ce sont des choses qui ne vont pas du tout, shachichot, qui ne sont pas du tout fréquentes, qui arrivent absolument très, très rares. Il arrive des cas, je vous disais tout à l'heure, il arrive des cas qu'on puisse être chayab de mer à mer, même dans les endroits qui ne sont pas dans les champs directement, comme les tomates, dans les cajots, etc. Quand c'est le derrière comme ça, par exemple, imaginons qu'on soit amené, des enfants vont jouer, à prendre des raisins secs, ils vont les coller les uns avec les autres, ils vont enfiler un fil, ils vont faire une espèce de bracelet, un collier avec des raisins secs, bien collés les uns aux autres. Ou bien faire à la maison des pains de figues sèches. On a laissé les figues séchées, et puis comme c'est le derrière, hein, on les colle, ça fait un pain de figues. Ça s'achète dans le commerce d'ailleurs. Dans le commerce, des figues séchées que dans les usines, ils collent les uns aux autres, et ça fait un pain de figues. À l'époque d'Arma, des gros pains de figues, c'était tellement dur, ils gardaient ça pour tout l'hiver, il fallait même une scie pour pouvoir les scier, les couper et les distribuer. Ça faisait vraiment une espèce de... Ça s'appelle un pain de figues, pachout, c'est... Eh bien, faire ça, imaginer qu'une personne s'amuserait à dire, voilà, je prends tous mes figues sèches, je vais tous les réunir, les coller les uns avec les autres. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait dans les usines, pas forcément des makom guidoulam, là où ça pousse, donc c'est interdit. Voilà. La conséquence pratique que je vois, en l'occurrence, c'est vraiment le cas des enfants qui joueraient à faire des bracelets, etc., avec des fruits séchés. Voilà. Ça, on ne les colle pas les uns avec les autres. Certains veulent même interdire, même vous savez, les enfants qui font des colliers avec des bonbons en cercle comme ça, ils enfilent. Après, ils mangent ces bonbons un par un. Bon, certains interdisent ça, certains disent non, on est tellement loin de. C'est pas Guido les Carcas d'abord, c'est tellement loin de mer à mer qu'on peut permettre. Bon. Voilà donc, comme je disais, une petite mélacha liée en gerbe et de manière générale réunir un groupe de fruits ou bien des raisins, on va dire, voilà, des raisins. Imaginez que vous avez un tas de raisins comme ça qui tombent, des grappes de raisins. Vous réunissez les grappes de raisins dans un cajot, dans un panier, dans une caisse, et bien ça s'appelle mer à mer. Voilà. On passe à une autre mélacha qui est beaucoup plus shachar. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une petite question pour oui. Avant de passer à... Oui. J'ai pris le cours en cours de route. Ouais. Je ne sais pas si, par exemple, on a une configuration de maison avec une terrasse, et puis c'est Shabbat, et puis, bon, comme on a le droit de balayer, mais il y a des feuilles. En plus, en ce moment, c'est l'automne. Est-ce qu'on a le droit de balayer les feuilles dans un coin? Est-ce que c'est méamère, ça? Alors, en fait, votre kavana ici, méamère, ça veut dire lire en gerbe, mettre des tomates dans un cajot pour en plus les utiliser. Là, le fait de réunir ces feuilles, pour vous, ces feuilles, ça vous dérange, c'est des obsolètes, quelque chose qui va passer à la poubelle. On n'a aucune kavana de les réunir ensemble dans un but positif, comme coller les raisins secs entre eux, comme réunir, attacher en gerbe les grains de blé, les épis de blé. Là, c'est pas shoot que vous dites, c'est pour jeter. Donc, ça dérange sur la terrasse, on balaye, on met dans un coin, c'est pas du tout assimilé à amer. D'autant plus que, je suppose, sur votre terrasse, c'est du carrelage. Donc, ce n'est pas Makom Guidoulam. Ce sont des feuilles qui sont tombées d'à côté. Donc, il y a encore une raison de dire qu'il n'y a pas de problème. Merci. Voilà. Autre question? C'est bon? OK. On va passer maintenant à une lacha qui a des conséquences, on va dire, je ne vais pas dire grosses ou petites, qui a des conséquences beaucoup plus larges que Méhamer. C'est une lacha que je pense vous avoir déjà enseignée. Pour d'autres raisons, c'était plus d'actualité. On va la reprendre à zéro. C'est la mlacha de Dash. C'est un terme technique. La douche, c'est battre le blé. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de conséquences pratiques à cette mlacha. Une fois qu'on a réuni les épis de blé, on a fait des gerbes, eh bien, ce qu'il fallait faire, c'est couper le lien
entre l'épi et la graine. Coupez le lien. Je ne dis pas séparer, parce que le séparer, ça va avoir une consonance de trier. On ne parle pas de trier. On parle de, je préfère le terme de décoller. On dit méfarek. Les farek, c'est démonter. Hein? Les farek, quelque chose, c'est démonter. On démonte l'ensemble épi-graine. Alors, comment ça se faisait à l'époque? C'était par terre, on faisait passer des animaux qui marchaient dessus, ou bien on prenait du bois, on tapait dessus, pas shoot. C'est pour ça, c'est de là que vient l'expression battre le blé. On les bat, on leur donne une tannée, en quelque sorte. Oui. Donc, on battait le blé. Alors, j'ai vu beaucoup d'images de comment se faisait autrefois la chose. Très souvent, on mettait des grands morceaux de bois, des planches de bois, sur lesquelles on mettait des pierres très lourdes et des cordes. Et il y avait des animaux qui traînaient ce morceau de bois sur la récolte. Donc, comme ces morceaux de bois alourdis par des grosses pierres étaient lourds, donc ça écrasait. Bon, le grain, de toute façon, il fallait beaucoup plus ça pour écraser le grain lui-même, mais ça écrasait donc les épis, et donc l'épi se séparait de la graine. Donc, on avait, après le passage, de ce bois, de ces animaux, on avait un mélange d'épis avec l'épi, la psolète. Il y a des noms, des leçons, il y a beaucoup de noms en français. Et en hébreu aussi, il y a des noms très techniques aussi. Et puis, donc, on avait ce mélange, la suite d'ailleurs des melachot, de la melacha de Dash, c'est Zoré, Vané. Vané égale projeter au vent le mélange épi-graine. Et alors, à ce moment-là, le vent séparait la graine de l'épi, parce que l'épi était léger, donc le vent l'a projeté plus loin, et l'épi qui était plus lourd retombait par terre. Donc, on se retrouve avec un tas de grains de blé, débarrassé en quelque sorte de l'épi qui était poussé beaucoup plus loin grâce au vent. Bon, après, bien sûr, avec ces épis, on faisait du foin, hein, ça, c'est comme nourriture des animaux, ça va avoir un tas de choses. Mais donc, c'était séparé. Et la différence entre Borer et Vané, dont je vous parle, c'est que Vané, c'est un tri à l'aider Rouach. C'est un tri par le vent. On est aidé par le vent. On va la faire, hein, c'est une autre melacha, on en parle. Mais je vous donne la succession des melachot pour montrer la logique qu'il y a dans cette étude-là. Donc, pour l'instant, on est Dash. Dash, ça veut dire, comme j'ai dit, c'est Mefarek, c'est séparer le lien qu'il y a entre l'épi du blé. Ensuite, il y aura une séparation. Et puis, quand il y aura par terre donc les grains de blé dont je vous parle, il y aura des pierres, des saletés, des morceaux de bois. Là, on va les enlever, ces pierres, ces saletés, ces morceaux de bois, et ça sera le massa de Borer. Donc, voilà la logique. Il y a Dash, battre le blé, vaner, enlever les épis et garder le grain. Et ensuite, il y a Borer, c'est-à-dire enlever les saletés, les morceaux, les cailloux, etc. Voilà l'ordre des choses. Donc maintenant, on en est à la melacha de battre le blé. Donc j'insiste, c'est les farek, décoller. Et là, il y a un certain nombre de dérivés de toldot de cette melacha que je vais vous citer tout de suite. D'abord, mefarek, c'est tout simplement prendre des grains de blé avec sa main, séparer le grain de l'épi, c'est mefarek. Deuxième, c'est cholev, traire un animal. Le lait, il est dans le pied de la vache, par exemple. Dans le pied de la vache, il y a des petites alvéoles. Ces alvéoles sont pleines de lait. En faisant la traite de la vache, on arrive à sortir le lait de ces petites alvéoles, et ceci est assimilé, donc Rachamim explique dans la Gemara, ceci est une dérivée donc de Dash, ceci est assimilé à décoller en fait le grain de l'épi. Voilà, ça peut paraître curieux, mais c'est comme ça. Donc, Cholev, traire une vache, c'est une dérivée de Dash, et c'est Asur Minatora. Pashut, traire un animal, c'est Asur Minatora. Pour plus proche de nous, une femme accouchée
qui tirerait son lait avec un tire-lait, on va dire mécanique, elle transgresserait la macha de Cholev, de la Dedash. Qu'est-ce qu'on fait en cas de besoin quand il faut le faire, quand le bébé ne bat tété, etc. On va en parler. Mais il faut savoir que prendre son lait, une Isha qui prendrait son lait avec un tire-lait, même mécanique, pendant Shabbat, eh bien, c'est Assour Minatora. Donc, il faudra vraiment des vraies raisons pour lui permettre ou trouver des techniques pour pouvoir récupérer le lait, le cas échéant, quand le bébé ne veut pas le prendre de lui-même. Deuxième, Cholev. Troisième, c'est Chovel Baal Chai. Chovel, c'est faire Chabala. Chabala, c'est faire un hématome, faire un bleu à quelqu'un, ou un animal. Il y a un animal, on prend un bâton, on lui donne un grand coup sur le dos, on voit qu'il y a un bleu qui se fait, un hématome. Qu'est-ce que c'est qu'un hématome? Un hématome, c'est du sang qui est sorti de son massoul naturel, de son cycle naturel, et qui ne peut plus le récupérer, sorti des artères, enfin selon des cas, des veines. Donc c'est un bleu. Hein, tout simplement, on sait très bien que quelquefois on a un bleu, on a reçu un coup, on a un bleu. Un gros coup, un vrai hématome qui met quelquefois du temps à se résorber. C'est quoi? C'est quoi l'hématome? L'hématome, c'est du sang qui est sous la peau, qui ne peut pas sortir parce que la peau l'en empêche, mais qui ne va jamais récupérer son circuit normal. Donc, on a sorti le sang de son circuit normal, il va finalement être évacué par la transpiration, en quelques jours, il va partir, mais c'est assimilé une tolda de Dash. Donc, si on faisait exprès, une personne qui ferait exprès un animal pour diverses raisons, pour son animal et d'autres couleurs, etc., qui donc frapperait sur un animal pour en faire un hématome, ou une personne qui ferait un hématome à quelqu'un, avec l'intention précisément de... Je dis bien avec l'intention, parce que sinon, si c'est juste pour faire mal, c'est autre chose. Il paiera pour Sinat Israël pour autre chose, pour Chovel, mais pas pour la mlacha de Chovel. Donc, s'il fait ça pour donner de la couleur, par exemple, à la peau, ou une raison positive, on va dire, entre guillemets, de réunir ce sang sous la peau, il transgresserait donc la mlacha de Dash, Tolda de Dash. Je plaisante souvent avec les élèves, si une personne s'énerve et pince un camarade et lui fait un bleu, ben, il a transgressé la mlacha de Dash. C'est la troisième. Maintenant, la quatrième. La quatrième, c'est encore, qui ressemble un petit peu à Cholev, à Prère. C'est deux fruits qui sont le raisin et les olives que l'on presse pour en récupérer le jus. Le jus, on va dire de raisin. Eh bien, quand on écrase un raisin, vous avez remarqué qu'à l'intérieur d'un petit raisin, il y a comme ça des petites poches comme ça. Quand vous écrasez, donc vous écrasez les poches et vous sortez le jus proprement dit de... Allô, vous êtes avec moi? Allô? Allô? Oui, on vous entend. On vous entend pas, on vous voit plus là. Parce que l'écran est devenu noir. Là. C'est pas grave, on vous entend très bien. Là, c'est encore plus dur pour moi, je parle devant le noir. Hein, donc, Ouais, c'est bien là. Là, on voit bien. Dites-moi coucou, hein, parce que vraiment, c'est parler devant un écran noir, c'est vraiment très, très frustrant. Bon. Alors, je disais donc, sortir donc ce jus des petites alvéoles comme ça, c'est une tolda de Dash aussi. Donc, un jour, vous n'avez pas de vin à la maison, vous avez 1 kilo de raisin, vous écrasez le raisin. Donc, il va y avoir donc le jus qui est sorti, qui s'est décollé de la pulpe. Hein, il y a la pulpe qui est mélangée. Je ne fais pas de boraire, je n'ai rien séparé. Je prends le jus de raisin avec la pulpe du raisin, tout mélangé encore. Hein, c'est comme battre le blé où on a décollé donc l'épi de la graine. C'est toujours mélangé. Et on a transgressé Sritat Zetim Vanavim. C'est Assour Minatora. Tout à l'heure, je parlerai, est-ce que l'interdiction des autres fruits, c'est une interdiction minatora? On en parlera après. Jus d'orange, jus de citron, jus de pamplemousse. On verra ça après. Je parle maintenant des interdictions de la Torah. Là, d'après toutes les chitotes, clairement, Srita, Zetim, Vanavim, Assour, Minatora.
Donc, n'est pas la bonne idée de presser du raisin pour avoir un verre de kidouche. C'est niet. Faites une kidouche sur du pain, vous savez ça. Il faudrait que je vous donne un chiot là-dessus à l'occasion. Si on n'a pas de vin un jour, exceptionnellement, on peut faire le kidouche sur du pain. Le seder, il est un peu différent, mais on peut faire kidouche sur du pain. Et pour conclure, la 5e tolda donc de Dash, de battre le blé, c'est Sritat Begadim. Ça aussi, ça discute dans les poskim, mais là, à la fin, c'est que pourquoi ça discute? Parce qu'il y a une svara que comme le jus en question il vient de l'extérieur, le tissu s'est mouillé, c'est pas une humidité, c'est pas de l'eau qui a été créée à l'intérieur du tissu. Chez l'eau Gadal Metoro et Dirachi. Alors, bon, certains disent que bon, c'est pas Sominatora, mais la racha, c'est qu'on tient que c'est à Sominatora. Donc, même que le jus en question, cette eau en question, elle est dans le béguet, que je presse le béguet avec l'intention de récupérer le jus. Ça, c'est le liquide qu'il y a dedans. Je dis bien. Il faudra remarquer que battre le blé, c'est donc battre le blé pour récupérer quelque chose. Si je bats le blé pour comme ça, ou bien j'essore un vêtement parce que j'ai pris la pluie et il est très mouillé, mais que je ne récupère pas le liquide, ce n'est pas assour, michoum, battre le blé, michoum dash. Ça, je le dis tout de suite. Dash, c'est toujours quand on veut récupérer. Par exemple, quand on a une serpillière, on a essuyé le parterre, très souvent, qu'est-ce que l'on fait? On récupère l'eau. Autrefois, on prenait la serpillière, on l'essorait. De nos jours, il y a des systèmes où on prend donc le balai comme ça et on appuie sur une espèce de récipient comme ça, troué en plastique, pour que l'eau elle sorte et on la récupère dans le seau. C'est vraiment la mlacha de Sochet. Sochet, Tolda Dash. Voilà donc les cinq Toldot de la mlacha de Dash. Maintenant, on va rentrer dans les détails de chacune. On va les étudier chacune de manière indépendante. Mais voilà, je vous donne le Av Melacha, donc c'est battre le blé. Les Toldot, c'est, comme je viens de dire, Mefarek, Cholev, Chovel, Baal Chai, Sochet Zetim Vanavim et Sochet Maïm Bevgadim. Rentrons maintenant dans les détails de chacune de ces melachot. Cholev, nous avons dit que c'est vrai que ça ne nous concerne pas vraiment directement dans les animaux, mais pour les machines, c'est sûr que ça les concerne. Dans les années 1900, c'était une catastrophe parce que quand tu avais des vaches à lait, la vache à lait ne peut pas ne pas être traite. Il faut la traire. Sinon, ça lui fait des douleurs énormes, ça peut faire des infections, etc. Donc, autrefois, dans les premiers yishuv en Eretz Israël, ils étaient obligés de traire les vaches et jeter le lait. Alors, traire avec l'intention de jeter le lait, c'est quand même interdit, il faut le savoir. C'est ce que l'on appelle melacha shenasra legoufa. On fait la melacha, mais sans le but assigné par la Torah. C'est interdit midrabanan seulement. Cependant, Mishum, Tsar Balechayim, du fait que ne pas traire un animal comme ça lui causer de grosses douleurs, et donc la Torah ne veut pas qu'on fasse du tsar aux animaux, donc on avait le droit de faire un issour des rabanan pour les douleurs. Appliquons ça pour une femme qui, bon, elle a trouvé la solution pour nourrir son bébé, au biberon, mais elle ne peut pas lui donner son propre lait parce qu'il n'arrive pas. Alors, ce qu'elle peut faire, cette femme, c'est effectivement prendre un tire-lait et tirer le lait, le jeter directement. Le jeter. Si elle peut enlever la bouteille, il y a des tire-laits comme ça où on peut tirer le lait sans que ça récupère dans une bouteille. Donc, elle fait la mlacha de Dash, mais permise minatora, interdit minerabanan, permis minatora, tout simplement parce qu'elle jette le lait. Elle n'a aucune ana de ça, aucun profit. Si vraiment, autrefois ça faisait comme ça, maintenant on a trouvé d'autres systèmes, si vraiment il n'y a aucun moyen de tirer le tire-lait que vous avez, la bouteille elle est liée au caoutchouc, donc il faut absolument récupérer le lait dans une bouteille, dans un récipient. Dans ce cas-là, il faut mettre un produit dans le récipient en question, il faut mettre un produit qui va abîmer le lait, de telle sorte qu'on n'a aucune ana de ce lait, ou du sel. Quand je dis d'eau de javel, ça fait hurler les dames. Bon, mais c'est un produit, du pexitron, un produit à vaisselle et tout, de telle sorte que le lait ne sera pas consommable. S'il n'est pas consommable, on ne fait qu'un issour des rabanan, et pour éviter les engorgements, les infections, et ça fait des infections, faites très attention. Donc, on permet. Donc, en deux mots,
Si un bébé ne veut pas téter sa maman, la femme doit tirer le lait parce qu'elle en a trop et ce n'est pas bon pour la santé du tout. Donc, elle le tire en faisant en sorte qu'elle n'ait aucun profit de ce lait. C'est ce qu'on faisait, comme je disais, dans les années 1900, dans les kibbutzim, dans le Yishuv d'Eretz Israël. Bon, de nos jours, je vous rassure, alors je vous donne la solution maintenant. De nos jours, les temps modernes, on a trouvé des systèmes maintenant que ce sont des machines qui travaillent toutes seules. Les animaux, les vaches sont emmenés dans des petits couloirs comme ça, elles ont l'habitude. Elles rentrent dans le couloir et il y a des machines automatiques qui s'accrochent au pied de la vache et qui commencent la traite. Et ça marche avec des minuteries. La vache, elle est traite qu'avec des machines. Donc le lait est récupéré. Et ensuite, quand elle a fini son parcours, la vache, donc on l'a complètement débarrassé de son lait et le lait est récupéré rien qu'avec des machines. Et puis de manière automatique, l'appareil se détache du pied de la vache et la vache est libérée. Elle a fini son parcours. Elle se retrouve de l'autre côté de son parcours complètement débarrassée de son lait. Ça, c'est pour les animaux. Pour les machines, il y a d'autres solutions. On a trouvé d'autres solutions. J'ai eu personnellement des cas, on a utilisé des solutions suivantes, qui est d'utiliser des minuteries. Ça veut dire que la femme peut mettre sur elle-même la minuterie. D'abord, elle va mettre la minuterie sur l'appareil, de telle sorte qu'elle sait que la minuterie va se mettre en marche à heure fixe. Par exemple, à 11h, 11h30, midi et demi. Donc, elle s'arrange pour mettre sur elle l'appareil avant que la minuterie ne la mette en marche. Parce que si déjà la minuterie a mis l'appareil en marche, elle fait mettre l'appareil sur elle, donc c'est elle qui fait l'acte de tirer son lait, ça saute. Donc, elle mettra à 11h moins 2, on va dire, l'appareil sur elle. Et je vous dis, ça c'est fait. Hein. Il y a des femmes qui l'ont fait, ça marche. 2 minutes avant, sachant que 2 minutes après, bon, le lait va être tiré. Donc, en d'autres termes, on utilise des minuteries au même titre qu'on met une minuterie pour allumer des lumières, hein, c'est très bien, c'est permis, ou pour éteindre des lumières, on a le droit. Eh bien, on met des minuteries pour mettre en marche donc, le tire-lait. Bon, je connais des personnes qui ont des enfants faibles, malades parfois, ou qui ne savent pas, pour diverses raisons, qui ne savent pas téter. Hein, ça existe, ces choses-là. Et donc, on récupère de cette manière donc, le lait de la maman. D'abord pour elle-même, pour éviter les infections, les engorgements, et puis pour récupérer le lait pour le bébé. Hein. Le lait maternel, vous savez très bien, c'est une denrée précieuse et qu'il est bon de récupérer pour le donner au bébé après. Voilà donc les solutions, aussi bien pour les animaux, comme je vous ai dit, que pour les machines, quand il y a besoin. Il y a besoin de se dire. En espérant que ça n'arrive pas, que tout marche bien. Mais bon, sachez qu'il y a des moyens quand même de pallier cet inconvénient qui est vraiment grand parce que c'est vraiment pachout, c'est pachout plus mélara. Tirer le lait, c'est plus mélara. Alors, passons maintenant au bégadim. Je ne vais pas garder l'ordre que j'ai donné au début, les bégadim. Donc, vous savez tous qu'il est interdit de se friter les bégadim. Donc, imaginons qu'on soit dans un cas qu'il faille badigeonner un enfant, un bébé d'éosine, d'un liquide quelconque, le mercurochrome. Il faut donner des soins à un enfant, un bébé. Pourquoi je dis un bébé? Parce que bon, il faut déjà avoir l'agdara, il faut avoir la définition d'un malade. En général, un bébé, il est souffrant plus ou moins, donc il est considéré en général comme un cholé chez Enbo Sakada. Donc on a le droit de lui donner des médicaments, utiliser le mercurochrome, l'éosine, etc., de l'alcool, etc. Alors, on fera bien attention de ne pas tremper le coton dans l'éosine, dans l'alcool, et puis badigeonner l'enfant. Qu'est-ce qu'on fera? On mettra l'éosine directement sur la plaie, sur l'endroit enflammé du bébé, etc. Et ensuite, on prendra le coton, un tissu ou un Kleenex, si vous voulez, et puis vous l'étalez. Ça veut dire que le papier, le tissu, n'aura pas une fonction d'absorber le liquide pour ensuite le relâcher sur l'enfant, il aura une fonction seulement d'étalage. Mais le liquide, il a été mis sur l'enfant, sur la plaie, tout seul. Vous voyez? Donc, ne pas tremper du coton dans une bouteille, et ensuite badigeonner l'enfant. Faire l'inverse. Mettre d'abord le produit, l'eau, sur l'enfant, et ensuite prendre le coton et l'étaler. N'oubliez jamais cette chose-là. Pourquoi? Parce que sinon,
en fait, si le coton est mouillé et vous badigeonnez l'enfant avec, ça veut dire que vous êtes en train de faire un acte. Et ensuite, en général, on appuie un petit peu sur le coton, sachant que c'est en appuyant sur le coton qu'on va profiter au maximum du liquide qui est rentré dans le coton. Et c'est le fameux din dont je vous ai parlé plusieurs fois, des lingettes. Les lingettes, sauf exception, elles sont pratiquement sèches, mais l'expérience a montré que l'immense majorité des lingettes, quand on appuie bien dessus, il y a une petite filet de liquide qui sort. Donc les lingettes, utilisez les lingettes pour nettoyer les enfants, pour nettoyer la table, chose, pas pendant Shabbat. Donc pendant Shabbat, vous utilisez des Kleenex secs, utilisez à sec. Et si vous voulez mouiller avant, vous mouillez avant la table, vous mettez avant le bébé, et puis vous utilisez le chiffon sec. Mais pas utiliser quelque chose qui est mouillé, sachant qu'on le prend exprès mouillé, parce qu'on est intéressé par le fait qu'il y a d'abord l'humidité qu'il y a sur la lingette, ou sur le coton, ou sur ce que vous voulez, et puis ce qui est à l'intérieur. Quand c'est un peu sec, on appuie un petit peu, en appuyant, il y a du liquide qui sort. Donc, c'est vraiment la melacha de Sritat Begadim. Voilà donc pour un tableau rapide donc des conséquences de la melacha de Dash. Je vais laisser certaines, le temps passe vite, je vais laisser certaines applications pour la semaine prochaine, on fera ça sur 2 semaines, le temps d'assimiler donc toutes ces malachot. C'est Tollot en l'occurrence. C'est Zedim Vanavim. Donc on a dit que le jus de fruits c'est interdit, le jus de raisin. Sur les jus d'autres fruits que le raisin, orange, mandarine, pamplemousse, etc., il y a une immense marloquette dans les poskim. Est-ce qu'il y a une interdiction de les écraser, de les sriter, quand la majorité de ces fruits sont utilisés pour leur jus? Alors, je précise. Certains expliquent quelle est la différence qu'il y a entre le raisin et les autres fruits. C'est que le raisin, l'immense majorité des fruits, est fait et planté pour, fruit de la vigne, pour le vin, pour le jus de raisin. Et la consommation de ce fruit en tant que fruit, en tant que raisin, est minime. C'est un mi-out par rapport à l'immense majorité des raisins qui sont faits pour le vin. De même les olives, on mange des olives, mais la quantité d'olives consommées est petite par rapport aux olives qui sont utilisées pour faire de l'huile d'olive. Comme le rove de ces fruits sont pour leur jus, donc la Torah interdit de sortir du jus. Par contre, les autres fruits, on parle de toutim vanavim, le toutim est vanavim, c'est la Torah, toutim, le deuxième, toutim c'est des murs, enfin des choses comme ça. Toutim verimonim, voilà, toutim verimonim, aussi des grenades. La majorité de ces fruits ne sont pas faits pour leur jus, on en fait un petit peu. La Gemara dit que c'est un son midérabanan. Donc, l'immense majorité des fruits, les poires et tout ça, la majorité, on les mange plutôt que de faire des jus de poire. Mais imaginons le cas suivant, imaginons qu'un fruit comme l'orange, on va basculer que maintenant la majorité des oranges vont être faits pour leur jus. Ce qui n'est pas le cas encore aux dernières nouvelles. On a fait des recherches. Ce n'est pas le cas. La majorité reste encore consommée en tant que fruit. Mais imaginons un cas théorique, d'après certains poskim, ça va devenir un sourd. D'après d'autres, et on tient plutôt comme les autres, il y a des diwukim du Tzemar Tzedek comme ça là-dessus, que même si la majorité des oranges, on va dire, c'est fait pour leur jus, quand même ça reste un issur des rabbanan seulement. Alors la raison d'après ces poskim est que ce qui sort, le jus qui sort d'un fruit, des oranges et tout, il ne fait pas partie des shiva mashkim qui rendent tamé les objets qui le mouillent. Alors là, je change complètement de sujet. Il y a shiva mashkim, dont le rachetevot c'est Yad Shachat Dam. Yad, la main, Shachat Dam. Alors, les 7, il faut les traduire les 7. Yad, c'est Yayin, vin. Dalet, c'est le Dam. Shachat, c'est Shemen. Il y en a 7. Que s'il touche un fruit, il le rend apte à être Mekabel Atouma. Ce sont les fruits ce sont les jus, que quand ils touchent un aliment quelconque,
cet aliment devient apte à toucher à devenir tamé s'il touche une source de touma, un met ou bien un léger shiva, shmuel sheratim. Et dans ces fruits que je viens de dire, la pomme, par exemple, ou l'orange, le jus de pomme, le jus d'orange pur, s'il mouille un élément quelconque, du fait que c'est un jus de fruits seulement, c'est un mépérote, il ne rend pas tamé. C'est la raison pour laquelle, d'après ces poskim, il n'y a que les olives et le raisin dont le jus, quand il est extrait, peut amener la touma. Donc, c'est la Torah. Tous les autres jus de fruits n'amènent pas la touma, donc c'est l'idée banane. Bon, je ne vais pas faire un cours trop pointu sur les hydro touma. Ce qu'il faut retenir dans ce que je viens de vous dire, c'est que pour la majorité des poskim, je pense la majorité, hein, on peut discuter sur le nombre, en tout cas, nous tenons que les deux seuls fruits qui sont interdits de presser Minatora, c'est les olives et les raisins. Les autres, c'est la banane. Alors, mais ça change. Il y a de grandes conséquences. Petite trace, et on va terminer là-dessus, hein, ça devient bien technique. Je vais laisser le temps d'assimiler et de revenir la semaine prochaine là-dessus. Si on considère que faire un jus de mandarine, un jus d'orange, un jus de pamplemousse, c'est un issour des rabanan, en imaginant qu'un médecin vous dise qu'un enfant il a besoin d'un jus qui soit pressé de la journée, le fait de le presser, ça sont mis des rabanan seulement. Donc, si on demande à un non-juif de le faire, ça sera, principe que j'ai expliqué dans les premiers shurim, shvut des shvut et toach mitzvah. Demander à un goy, c'est des rabanan, presser une orange, c'est des rabanan, c'est un double des rabanan pour une mitzvah, disons pour le bébé rachitique qui aurait besoin. Hein. J'invente des cas, hein, mais on peut imaginer qu'un médecin il vous dit il faut absolument que ce soit un jus d'orange, pas dans le commerce, toujours mélangé avec un peu d'eau, qui soit du pur, pressé de la journée. On pourrait demander à un goy, c'est des rabanan. Il y a aussi beaucoup d'autres conséquences le fait que ce soit des rabanan. Quelqu'un qui aurait, un autre exemple, qui aurait fait un jus de citron, un jus d'orange, Béchoga, il ne sait pas. Il ne sait pas que c'est interdit. À Yom Tov, par exemple, beaucoup de gens ignorent qu'on n'a pas le droit de faire un jus. Donc, il a fait un jus d'orange. Dans la mesure où on a dit que c'est un issour des rabanan, ce que je suis en train de vous dire, Bédiavad, on a le droit de le boire. Bédiavad. Il faut dire aux gens que c'est interdit, mais si quelqu'un l'aurait fait, on peut le boire. Par contre, si quelqu'un, par inadvertance, il ne savait pas, il a fait un jus de raisin, tout content de lui, on n'a pas de vin, j'ai fait un verre de raisin pour le kidouche, on ne peut pas le boire. Il a fait un sur Torah. Voilà une des conséquences. Je reviendrai sur tout ça la semaine prochaine, mais avant de conclure, je vais entendre vos questions. Là, je suis allé un peu vite, certes, une affaire très riche. Pour ça, je vous dis, on va faire une bonne chazara la semaine prochaine, mais posez vos questions alors. Allez-y, à vous. Une question. Sur la khaliva, quand vous sur une femme enceinte, une femme qui allait, le bébé ne veut pas boire pendant Shabbat ou pour X raison. Comme vous dites que en fait c'est une transgression des rabanan, qu'elle utilise le tire-lait mécanique. Non, ça fourmille la Torah, le tire-lait. Ah d'accord. C'est une tolda de Dash. Le tire-lait, c'est Minatora. Pourquoi vous avez dit qu'on autorisait à traire une vache parce que c'est les rabanan qui ont permis, parce qu'il y avait non, c'est comme, excusez-moi, j'ai dit que c'est des rabanan quand on traite la vache ou on tire le lait de la femme pour le jeter. Pour le jeter. Pour le jeter. D'accord. Oui, parce que c'est Melachach Netzcha Legoufa. Voilà. Donc c'est mais si c'est un enfant qui mange il prend que le lait de sa mère, et donc vous le récupérez, la femme le récupère pour le mettre dans un biberon de bébé, elle fait sur Torah. D'accord. Alors, donc en supposant qu'on va jeter le lait, si jamais du coup on se retrouve dans un cas où le tire-lait s'est allumé avant qu'elle le mette sur elle, ou bien qu'on l'avait pas branché ou pour X raison, est-ce que se faire aider par un goy, puisque du coup ça reviendrait à faire une transgression d'une mélacha des rabanan, d'un issour des rabanan à allier des goy, est-ce que ça serait autorisé d'aller demander à un goy par exemple, d'aller demander à un goy d'aller mettre sur la femme un tire-lait qui se serait mis en marche, qui se serait déjà mis en marche, par exemple. Un tire-lait qui ne serait pas branché, de demander au goy de le brancher, par exemple.
Alors, ma question, c'est pour récupérer le lait ou pour le jeter? Bah non, justement, vous avez dit que c'est de toute façon pour le jeter. Mais ce qu'on comprend, c'est que même si c'est pour le jeter, on ne peut pas se permettre de tout faire parce que ça reste quand même une histoire des rabananes. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Si jamais Non. on a fait des choses un peu de travers ou Ouais. galère, Alors, est-ce qu'on peut demander un goy? Oui, je veux dire, si c'est pour le jeter de toute façon, c'est que maintenant la machine s'est mise en marche. La machine s'est mise en marche. Je n'ai Ouais. pas besoin de passer par le goy. Si une femme veut se débarrasser de lait pour éviter des engorgements, donc elle a le droit, pour éviter les engorgements, elle a le droit de faire le histoire des rabananes. Vous voyez? Ah, parce que c'est. Parce que. Elle risque, Ouais, il y a un d'accord. risque, bien sûr, il y a un risque vraiment sérieux. Donc, c'est Tsar Balechaim, c'est au moins Tsar Balechaim. Donc, elle peut le faire elle-même. Mais je vais vous dire ce que vous dites. Vous êtes en train de dire la chose suivante. En supposant que la machine, la minuterie, bon, elle a mis déjà la machine en marche, la machine, elle marche. La machine, elle marche. Vous dites, on va demander à la Goya de le mettre sur la femme. Ouais, Donc, voilà. la Goya, elle va faire un issour Torah, là. Alors, si c'est pour nourrir le bébé, on peut demander à la Goya de le mettre. Parce que un bébé qui n'a pas son lait, c'est au moins un relais. Et si vous vous rappelez dans les klalim que j'ai dit dans la première shurim, on peut demander à un goy de faire un issour Torah pour un relais. Donc là, je pourrais demander, si on a une Goya sur la main, elle pourra mettre donc la machine déjà en marche sur la Isha pour récupérer le lait donné au bébé. Ça, elle a le droit. C'est pas moins, rappelez-vous, qu'envoyer un goy prendre la voiture et aller chercher un médicament. Vous vous rappelez? On a vu ce là. Ouais, enfin bon, ça m'étonne simplement parce qu'un bébé, on peut à la limite lui donner du lait en poudre, quoi. Vous faites bien de poser ces questions. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous savez qu'il y a des bébés qui sont mamage très têtus, ils prennent que le lait de leur mère. C'est pour ça que j'ai eu tous les cas. À Pessah, j'ai eu je ne vous dis pas le genre de questions, elle a tel lait, le bébé ne supporte pas tel lait, supporte tel lait. Donc, c'est bien de connaître tous les cas. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas Ouais. toujours qu'on peut donner du lait maternisé à un bébé. Vous voyez? Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que, imaginons qu'on a, et j'ai eu le cas, un bébé qui ne prend que le lait de sa mère. Il ne supporte pas tous les autres, il est malade, il vomit, etc. À la limite, s'il n'y en a pas une Goya, la mère pourra tirer. Parce que c'est le piquoir nefesh, on ne peut pas laisser 24 heures un bébé sans manger. Vous voyez? Bon, Mais c'est en supposant qu'on n'a faut, pas de lait en poudre et qu'ils voilà. ne prennent pas le lait en poudre. Voilà. Ou bien que vous avez du lait en poudre et dès que vous donnez au bébé, il ne le boit pas. Il y en a quand même qui sont Ok. ouais, Donc là, il peut être qualifié de relais. Voilà, donc c'est ça, il peut être. Et la mieux, s'il ne mange rien que le lait de sa mère, il est en sakana. Donc c'est sûr qu'on a le droit de le tirer. On peut tout faire. Pour ça, voire même par un juif, quoi, si c'est une vraie sakana. La maman, elle peut mettre la machine sur elle, à la limite. Oui, si vraiment. J'ai eu des cas comme ça. Il y en a qui me disent si je ne donne pas mon lait à mon bébé, il ne mange pas. Il n'a pas le choix. Hein. Je vais faire. Dans ce cas-là, c'est simplement. Ouais. Oui, j'ai eu des cas comme ça. C'est rare, mais ça arrive. Mais je sais pas, j'ai cru comprendre que l'Echatrila, il fallait s'arranger pour que on mette la machine avant que qu'elle mette la machine sur elle avant qu'elle se mette en marche. 100%. Je suis en train de vous dire, je vous ai donné tout à l'heure pendant le shiur toutes les solutions, l'Echatrila. Maintenant, avec tout ça, ça n'a pas marché. Ou bien, comme on avait dit, la minuterie n'a pas marché, ou elle s'est mise en route avant qu'elle l'a mise sur elle. On est dans des cas comme ça, vous voyez, des cas vraiment dans les bédiavad. Donc maintenant, en bédiavad, on est en train de dire, si voilà, la machine elle est déjà mise en marche et qu'il n'y a pas de goy sous la main, on est un bédiavad, on peut mettre la machine sur la femme, mais il faudra le jeter après. Voilà, et qu'on va pousser le bouchon. Et que le bébé, la maman, elle dit, moi je sais, j'ai essayé de lait, il prend rien que mon lait à moi, il n'y a pas de choix. Hein. Elle le tirera dans mon bébé. Il faut qu'il mange le pauvre bébé. On laisse pas 24 heures à manger. Oui, d'accord. Mais bon, parce que vous avez déjà eu des cas où le bébé, il ne voulait pas prendre de sa mère, il voulait prendre du lait tiré. Vous savez, à Pessah, avec les laits de Pessah, j'ai eu tout. Oui, je comprends, mais bon, simplement, je suis surpris d'entendre qu'il y a des bébés qui ne veulent pas prendre de leur mère directement, qui veulent que le lait soit tiré, mis dans un biberon. Ça, j'ai du mal à m'imaginer. Mais... Ouais, malheureusement. Ça existe, quoi. Vous avez plein de cas. Ça existe. Par exemple, une maman, elle a essayé de tirer son lait la veille pour en avoir en réserve. Eh ben, il n'y avait pas suffisamment. Donc, il fallait absolument, pendant le Shabbat, qu'elle le tire. Vous voyez, ce qu'elle avait mis en réserve n'était pas suffisant. Bien sûr, tout arrive. Très bien, merci bien. Question, c'est bon? Voilà. Très bien, merci beaucoup Rav Zerbib et pour votre patience. La semaine prochaine, pour vous faire envie, là, je vais vous dire ce qu'on va faire.
D'abord, on va parler des saumures. Est-ce qu'on a le droit de presser des saumures pour débarrasser le jus qu'il y a dedans qui nous dérange? Très bien. Les citrons, est-ce qu'il y a des terribles pour faire d'un jus de citron? Le citron, c'est un peu différent. Est-ce qu'on peut laisser fondre de la glace dans un verre? Vous voyez, il y a encore des. Ouais. Est-ce qu'on a le droit, vous sortez, il fait très froid dehors, et si vous sortez tout mouillé du mikvé, il y a votre barbe qui va geler. Vous êtes à New York, Ouais. qui fait -5. Moi, j'ai vécu à Montréal, j'ai connu ça. Je sortais, il y a la barbe qui se gelait. Est-ce qu'on a le droit de la sécher avant qu'on sorte? Ouais. Vous voyez? Parce que Srita, ça existe aussi dans les cheveux et dans la barbe. Vous voyez? On fait ça la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Ok, Chazak Obarou. Merci beaucoup, Rav Zerbib. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.